Beurre FM. Des pays en débat. Pierre-Henri. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est familière, mais dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît ? Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre FM. Avec Israël et la Palestine à l'ouest, la Syrie au nord, l'Irak à l'est et l'Arabie saoudite au sud, notre pays du jour se trouve dans un environnement complexe et dont l'une des régions les plus belliqueuses au monde. Écoutez la musique. C'est celle des Bédouins de Wadi Rum, une vallée désertique tout au sud du territoire. Aujourd'hui, je vous parle de la Jordanie, un État récent créé en 1946. En raison de sa situation géographique, toutes les civilisations anciennes, égyptiens, assyriens, babyloniens, nabatéens, hittites, grecs, romains, arabes, turcs, l'ont traversé. Chacune d'elles a marqué le pays de sa culture, son savoir-faire et son patrimoine. Ce mélange de civilisations arabes et bédouines a été complété au fil des siècles par l'afflux de réfugiés des guerres récentes. La Jordanie actuelle est un carrefour stratégique dans les conflits au Moyen-Orient et le conflit israélo-palestinien. Son histoire, sa démographie et son économie sont immanquablement liées aux issues de ces conflits. La guerre de 6 jours en 1967 provoque l'exil d'environ 2 millions de Palestiniens vers la rive orientale du Jourdain, dont les descendants vivent toujours en Jordanie. Mais surtout, il faut ajouter plus de 700 000 réfugiés syriens et 500 000 Irakiens accueillis depuis 10 ans par la Jordanie, qui pèsent sur les infrastructures, éducation, santé et les ressources du pays, eau, énergie. Sur le plan intérieur, le roi entreprend, en avril 1990, la poursuite de la démocratisation de son pays. Des négociations sont menées entre la Jordanie et Israël afin de normaliser les relations. En 1994, le roi Hussein et le premier ministre Rabin mettent fin à l'état de guerre entre les deux États en signant un traité de paix qui contient notamment une clause de partage des eaux du Jourdain. Le roi actuel, Abdallah II, accède au trône en 1999. Il garde les sillons d'une politique conservatrice qui pose l'islam en religion d'État. La très grande majorité des 10 millions d'habitants sont musulmans. Ils vivent pour la moitié à Amman, la capitale. De quoi vit-on en Jordanie ? Des rentes touristiques et industrielles qui représentent 30% de l'économie. Mais ça ne suffit pas à se sortir de l'impact qu'a eu la crise de 2020 et à sortir de la dépendance énergétique du pays. La Jordanie dépend à plus de 90% d'énergie fossile importée. Endetté, le pays est en constant déficit. Sur les 10 millions d'habitants que compte le pays, 1 sur 4 est au chômage, lequel affecte plus particulièrement les jeunes. 1 sur 2 est sans emploi, ainsi que les femmes, dont quasiment un tiers sont au chômage. Une situation difficile que la population déplore bruyamment depuis novembre dernier lors de manifestations violentes. Nous en parlons aujourd'hui avec Tahar Al-Labadi, notre invité, qui est chercheur à l'Institut français du Proche-Orient, docteur en sciences économiques et dont les travaux portent sur l'économie des conflits israélo-palestiniens notamment. Tahar Al-Labadi, bonjour.
La Jordanie accueille aujourd'hui plus de 2 millions de réfugiés palestiniens, auxquels s'ajoutent près de 700 000 réfugiés en provenance de Syrie, ainsi que 500 000 réfugiés irakiens. Cette situation précarise l'ensemble de la population dans un contexte général de crise économique et sociale. Comment le Royaume tente-t-il de faire face à cette situation explosive où plus du tiers de la population est réfugiée? Écoutez, déjà les réfugiés ne sont pas qu'un fardeau, si vous voulez, et ceux-ci ne sont pas vraiment en cause dans la crise actuelle qui frappe le pays. Mais vous avez raison de soulever la question. D'abord parce qu'il est vrai que la Jordanie accueille une importante population de réfugiés. On peut dire presque depuis toujours. C'est un pays qui s'est peuplé historiquement au rythme des guerres, des conflits dans une région du monde donc bien compliquée. Et alors l'économie jordanienne, elle est relativement, c'est une petite économie, moins gâtée en ressources naturelles et notamment en hydrocarbures que les pays voisins de la région. Et cela, plus une forte dépendance du royaume envers ses alliés étrangers, un certain nombre de choix économiques et politiques qui ont été pas très bons et sur lesquels nous reviendrons. Tout ça a rendu l'économie fragile et vulnérable, vulnérable au retournement de conjoncture, aux crises et aux guerres qui sont dans la région, et donc aussi vulnérable en situation donc à l'accueil des réfugiés. Oui, alors j'entends bien que les réfugiés ne sont pas responsables de la situation économique du royaume, mais quand même, est-ce que ce n'est pas là le cœur du problème jordanien, être le réceptacle de toutes les crises régionales? Plus que réceptacle, moi je dirais plutôt que la Jordanie est vraiment une caisse de résonance de tous ces conflits qui ont lieu dans la région, mais je ne crois pas que ce soit, encore une fois, le cœur du problème, ou alors il faut peut-être le formuler différemment. En fait, l'État jordanien a depuis longtemps appris à exploiter ces différentes crises régionales à son avantage, de par sa position géostratégique sensible au voisinage de tous ces conflits, notamment Palestine, Israël, l'Irak, la Syrie, etc. Les alliés du royaume, et au premier rang desquels les États-Unis, ont toujours veillé à garantir la stabilité du pays au moyen d'un important soutien financier. En 2022, les États-Unis ont versé 845 millions de dollars en soutien au budget. Plus de 10 milliards de dollars ont été promis sur les 6 années à venir. Et quand ce n'était pas les USA, c'était la Grande-Bretagne ou encore les États arabes, ou même l'Union européenne pour faire face à la dite crise des réfugiés syriens. Et donc, toute cette aide, l'État jordanien sait aller la chercher pour pouvoir surmonter à chaque fois les crises de façon temporaire. Mais en même temps, ça n'a pas empêché le pays de s'appauvrir. Et encore une fois, non pas à cause des réfugiés, c'est parce que les grévistes et les manifestants qui sont descendus récemment ont exprimé. Ce qui était en cause, c'était vraiment les choix en matière de politique économique. Alors justement, qu'est-ce que la population jordanienne reproche au pouvoir? Mais, si vous voulez, il y a une crise là, qui a éclaté en décembre dernier, au moment où le gouvernement en place a pris la décision d'augmenter le prix des combustibles, essence et gaz, pour la 8e fois en 2022. Pour mémoire et pour informer nos auditeurs, le litre d'essence ou de diesel coûte combien? Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais on est à plus d'un dinar et quelques le litre, ce qui équivaut à presque 2 euros, un peu moins, le litre. Mais il faut situer ça dans un contexte où le salaire minimum en Jordanie, sur lequel s'aligne une bonne partie des salaires, est de 260 dinars jordaniens. C'est-à-dire que finalement, c'est 260 litres d'essence par mois le salaire, donc c'est pas beaucoup. Et donc les premiers à être descendus dans la rue, c'était les chauffeurs et les professionnels des transports de marchandises qui sont descendus, qui se sont mis en grève, suivis par les chauffeurs de taxi, les transports de particuliers, suivis par d'importants secteurs de la population. Et les manifestants avaient pour principale revendication l'annulation de cette décision du gouvernement.
Côté du gouvernement, pour situer un petit peu la question aussi, cette décision, elle est motivée par la volonté de réduire un déficit public qui est déjà estimé à 3 milliards de dollars là, pour l'année à venir. Et il faut savoir que le prix des carburants et d'autres produits de nécessité sont contrôlés en Jordanie. Et donc, en fait, ça signifie que le gouvernement il paye la différence sur ce que ces produits coûtent, qui sont majoritairement importés, sur ce qui coûte à la population. Pour éviter que... ouais. Donc, ce que vous nous dites, c'est que la raison des manifestations est d'abord une raison économique, on vient de le comprendre, et donc qu'il n'y a pas de lien à faire entre ces manifestations et, par exemple, la situation iranienne telle qu'on la connaît depuis septembre dernier, avec des revendications sociétales très très fortes en matière d'égalité homme-femme. Rien à voir entre les deux mouvements. À mon sens, non. Il n'y a pas trop de lien à faire, quoique je puisse difficilement me prononcer moi sur la situation iranienne, mais si des rapprochements sont à faire, ce serait plutôt avec des pays comme le Liban ou l'Égypte, où là aussi on a vu un certain nombre de politiques de dérégulation de l'économie, de libéralisation, qui sont venues fragiliser certains secteurs de l'économie, notamment les secteurs productifs, industriels et agricoles. Et ça a rendu ces pays de plus en plus dépendants des importations, et par là de plus en plus dépendants des fluctuations de prix sur les marchés internationaux. Et c'est dans des pays qui sont avec une population pauvre qui va grandissante. Ça fragilise grandement la population. Faut savoir qu'en Jordanie, on est à officiellement 25% de chômage, 50% chez les jeunes, qu'on a un taux de pauvreté de 25%, c'est-à-dire qu'on a un quart de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et donc, on est aussi dans un pays qui est un des plus chers de la région, où il y a une inflation galopante là qui a été constatée encore en 2022. Donc, tout ça rend la situation particulièrement difficile. Et le gouvernement a bien du mal à sortir de cette... Alors justement, brièvement, quelles sont les sorties possibles de ce conflit ? Alors, pour l'heure, la vague de protestation elle a pris fin après qu'un policier se soit fait tuer lors des manifestations, ce qui a plongé le pays dans un état de choc. Mais le problème est loin d'être réglé. Et l'État jordanien va certainement tenter d'obtenir davantage de soutien de ses alliés pour pallier à cette crise, encore une fois, de façon temporaire. Et plus durablement, en revanche, c'est bien les choix politiques et économiques de l'État et des gouvernements qui sont en cause. Et là, il faudrait travailler à soutenir les secteurs productifs, encore une fois, pour rendre le pays moins dépendant de ses importations et du coup aussi peut-être rétablir un peu le filet social qui a été grandement fragilisé ces dernières années. En tout cas, il y a toute une série de choix courageux à faire en matière de politique économique. Et que c'est peut-être ça qui, sur le plus long terme, pourra permettre au pays de sortir de cette situation. Taher Al-Abidi, merci beaucoup de votre analyse. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut français du Proche-Orient. Vous êtes docteur en sciences économie et que vos travaux portent sur l'économie des conflits. Merci. Un pays en débat, c'est terminé pour cette semaine. Je rappelle que c'est une émission qui est produite par France Fraternité et Beurre FM. Merci à Zora et à Alice pour leur collaboration. C'était Des pays en débat, en partenariat avec France Fraternité.